Saint Aldwich s'était toujours enorgueilli d'avoir le cimetière le plus soigné du comté, avec ses rangées de pierres tombales bien alignées, chacune reposant exactement là où la mémoire l'avait placée. Mais en cette fraîche matinée d'automne, le calme du village fut perturbé par quelque chose qui n'avait pas sa place ici. Une tombe récente, parfaitement creusée, mais sans nom. Le révérend Pévril se tenait au bord du vide rectangulaire, son souffle formant des nuages anxieux dans l'air froid. « Il doit y avoir une erreur », marmonna-t-il, bien que sa voix traduisait plus de peur que de confusion. Miss Marple, qui s'occupait des chrysanthèmes près du porche de l'église, leva les yeux avec une douce curiosité. « Un nouvel enterrement, vicaire ? Mais je n'ai entendu parler d'aucun décès. »« C'est précisément le problème, » répondit le révérend, en regardant à gauche et à droite, comme si le sol pouvait lui fournir des explications. « Je n'ai donné aucun ordre pour qu'une tombe soit ouverte. » Mademoiselle Marple s'approcha, essuyant la terre de ses gants. Elle scruta le creux, profond, au bord net, d'où s'élevait l'odeur de la terre fraîchement retournée, comme un secret indésirable. Au fond, un seul objet brillait faiblement, une petite plaque d'immatriculation en laiton, dont les chiffres étaient immaculés, comme si elle avait été manipulée récemment. Le révérend Pévril frissonna. Quelqu'un s'est introduit dans le cimetière pendant la nuit, a creusé une tombe et n'a rien laissé derrière lui. Ou s'est préparé à y placer quelque chose, murmura mademoiselle Marple. Le vent fit bruisser un tas de feuilles mortes sur le chemin de l'église. Au loin, un chien aboya d'un ton aigu et inquiet. Madame Heathcote, une femme à l'œil vif dont le talent pour les commérages dépassait ses compétences en broderie, se précipita vers eux. « Révérend, je viens d'apprendre que le jeune Martin Kendall a trouvé son vélo renversé devant les portes de l'église. Des empreintes, des bottes lourdes et... » Elle se pencha vers lui d'un air complice. Il y avait de la boue sur les marches de la sacristie. « De la boue ?» répéta le révérend Pévril en pâlissant. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur les marches, où quelques traces brunes venaient effectivement perturber la propreté de la pierre. Elle remarqua autre chose, des traces de traînées, légères mais délibérées, qui partaient de la porte latérale vers la tombe, puis s'éloignaient dans les arbres. « Quelqu'un a apporté un poids avec lui, » observa-t-elle d'un ton léger. « Ou peut-être a-t-il emporté un poids. » Madame Heathcote poussa un cri théâtral. Un corps volé, ou un corps destiné à être caché. Elle serra son sac à main. Imaginez, un meurtrier à Saint Aldwich. Mademoiselle Marple sourit poliment, mais ses yeux restèrent fixés sur la terre remuée. « D'après mon expérience, » dit-elle, « le mal s'annonce rarement avec une telle précipitation. Il arrive discrètement, en se faisant passer pour tout à fait inoffensif. » Le révérend Pévril se tordait les mains. « Je vais bien sûr devoir prévenir la police, mais que vont-ils penser? Une tombe creusée sans autorisation? Quel scandale !» Mademoiselle Marple posa doucement une main rassurante sur sa manche. « La vérité se soucie peu de la dignité, vicaire. Elle finit toujours par éclater au grand jour. » L'inspecteur Willis arriva peu après, le col de son manteau relevé pour se protéger du vent. Il examina la scène d'un air renfrogné. Pas de cercueil, pas de nom, pas de paroissien disparu, énuméra-t-il, chaque élément ajoutant au mystère. Pourtant, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal sous le couvert de la nuit. Il s'accroupit et récupéra la plaque en laiton posée sur le sol de la tombe. De la boue collait à sa face inférieure. On pouvait distinguer les contours d'un numéro effacé. 13 Willis, grogna. On ne numérote pas les tombes dans ce pays. Non, dit doucement mademoiselle Marple. Mais les pompes funèbres numérotent leurs commandes. Willis mit la plaque dans sa poche d'un air pensif. Il y a autre chose, ajouta-t-il.
M. Kendall dit avoir vu la lumière d'une lanterne près de l'église après minuit, et quelqu'un poussant une brouette, trop large pour passer par le portail, probablement soulevée par-dessus la clôture. Madame Heathcote frissonna, triomphante de peur. Qui oserait faire une chose pareille? Et pourquoi ici? Le révérend Peveril répondit d'une voix tremblante. Qui que ce soit, ils ont choisi la parcelle des Ravenscroft. Mademoiselle Marple eut un éclair de mémoire. Ah oui, la tombe de Léonard Ravenscroft est toute proche. En effet, dit le vicaire, et à côté de lui, un espace vide réservé il y a des années pour sa femme. L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit. Esther Ravenscroft avait déménagé après la mort de son mari. Le chagrin avait creusé de profonds sillons dans son comportement autrefois joyeux. Donc, murmura mademoiselle Marple, une tombe a été creusée pour quelqu'un qui n'est pas encore mort. Willis expira bruyamment. Nous allons consulter les registres paroissiaux. Peut-être qu'un ordre d'inhumation a été déposé à votre insu. Mais d'ici là, il se pencha vers mademoiselle Marple et baissa la voix. Un nom vous vient-il à l'esprit? Mademoiselle Marple examina la terre sombre, le numéro en laiton, le chemin tracé menant à un secret encore plus profond. « Oh oui, murmura-t-elle. Il y a toujours quelqu'un dans un village qui souhaite emprunter ce qui ne lui appartient pas encore. » Le vent se leva à nouveau, dispersant des feuilles mortes dans la tombe béante, comme si la terre elle-même essayait de recouvrir le secret prématurément révélé. Mademoiselle Marple plissa légèrement les yeux. « Quelqu'un, dit-elle, a emprunté une tombe. Et il faut se demander, pour qui ?» L'inspecteur Willis continuait à discuter des procédures avec le révérend Peveril près de la tombe, mais mademoiselle Marple préféra se promener dans le village. Elle savait bien que les réponses venaient rarement d'abord des autorités, mais plutôt des rumeurs qui circulaient plus vite que n'importe quel rapport officiel. Madame Heathcote avait déjà commencé à répandre la sienne. À la boulangerie, 2 femmes chuchotaient devant des brioches sucrées. « Une tombe empruntée. Imaginez un peu, » dit Madame Plumstone, les yeux écarquillés de joie. Le vicaire s'est presque évanoui, paraît-il. Sa compagne se pencha en avant. « Qui ferait une chose aussi malveillante? Si quelqu'un prévoit un décès, qui d'entre nous devrait surveiller ses arrières? » Mademoiselle Marple s'approcha discrètement du comptoir et choisit un petit pain. Elles ne la remarquèrent pas, ou firent semblant de ne pas la remarquer, et continuèrent leur sinistre mise en scène. « C'est clairement un corps volé, » insista Madame Plumstone. « Un criminel l'a déterré. »« Non, » haleta l'autre, « c'est quelqu'un qui prépare sa propre disparition, un tour de passe-passe. Il aura disparu avant le dîner. » Mademoiselle Marple tendit l'argent à la jeune Alice, la fille du boulanger, qui sourit nerveusement. « Maman dit que celui qui a déterré cette tombe prépare quelque chose d'horrible, mademoiselle Marple. » Mademoiselle Marple lui adressa un sourire doux. « J'ai toujours trouvé que les actes ne semblent horribles que lorsque nous n'en comprenons pas le but. » Alice se mordit la lèvre. « Maman pense que M. Butterworth est impliqué. Il agit bizarrement depuis une semaine. » Madame Heathcote apparut derrière elle comme un présage dans ses chaussures pratiques. « Bizarre? Bizarre, ce n'est pas le mot. On l'a vu se rendre au cimetière tard dans la nuit. Je l'ai vu de mes propres yeux. » Mademoiselle Marple se retourna calmement. « Il s'occupe de la tombe de sa femme, n'est-ce pas ?» Madame Heathcote hésita. « Eh bien, oui. Mais pourquoi si tard? » « Peut-être que le chagrin préfère l'obscurité, » murmura mademoiselle Marple. Les femmes échangèrent un regard, la culpabilité piquant leur curiosité. Dehors, le village était en effervescence. Un petit groupe s'était rassemblé près de la poste, où M. Jarvis, le receveur, se tenait gonflé comme un crapaud prêt à éclater. « Je n'ai traité aucune demande d'inhumation !» cria-t-il, s'assurant que tout le monde entende sa déclaration.
Si quelqu'un a l'intention de mourir, il devrait au moins avoir la courtoisie de remplir les formulaires appropriés. Des rires fusèrent, mais un sentiment de malaise persistait. Mademoiselle Marple s'arrêta près de la fontaine. L'eau ruisselait sur la pierre moussue, paisible et inconsciente de l'agitation sinistre qui régnait à la surface. Elle regarda les ondulations de la bruine s'éloigner, comme un secret lorsqu'il est dévoilé. Des pas se rapprochèrent. L'inspecteur Willis, qui marchait d'un pas plus vif qu'auparavant. « Mademoiselle Marple, dit-il en baissant la voix, j'ai vérifié les registres d'inhumation. Rien n'a été enregistré, mais une chose m'inquiète. » Il sortit un mot plié de sa poche. « Il a été trouvé dans le porche de l'église ce matin. » Il le lui tendit. Les bords du mot étaient humides. L'écriture était maîtrisée, mais tremblante sous l'apparence de stabilité. « Préparez l'endroit. L'heure est venue. » De Mademoiselle Marple retourna le papier. L'encre s'estompa légèrement sous son doigt. « Frais, observa-t-elle. Willis acquiesça d'un air sombre. « Livré avant l'aube. » Son regard se porta sur la signature, ou plutôt sur l'initiale unique. « D. Inspecteur. Un inconnu pour nous ?» Willis se frotta le menton. « Peut-être. Ou quelqu'un qui utilise des initiales pour dissimuler sa familiarité. » Miss Marple plia soigneusement le mot. « Une tombe est une destination. Quelqu'un a annoncé un voyage. » Willis fronça les sourcils. « Mais de qui ?» Mademoiselle Marple glissa la note dans son sac à main, à côté de la plaque en laiton portant son numéro. « Il faut se demander qui a intérêt à un enterrement sans décès, » dit-elle. Willis grimaça. « Cela ressemble à une supercherie. »« Ah oui, » répondit Mademoiselle Marple d'un ton léger. « Mais les supercheries ne servent que rarement un seul maître. » Ses pas l'amenèrent devant l'ancienne propriété des Ravenscroft, dont les portes étaient défermées par une chaîne et les fenêtres fermées par des volets. Du lierre mort s'accrochait aux murs de pierre comme des souvenirs tenaces. Mademoiselle Marple ralentit, poussant un soupir discret. Esther Ravenscroft avait fui ce village après la chute mortelle présumée de son mari. Son chagrin était si vif qu'elle ne pouvait supporter d'y rester. Mais mademoiselle Marple se souvenait des yeux d'Esther bien avant que le chagrin ne les assombrisse. Vif, observateur, trop perspicace pour se laisser tromper entièrement par des explications polies. Une tombe empruntée, à côté de la dernière demeure de Léonard Ravenscroft. Le chagrin revenait-il au bercail? Ou était-ce la culpabilité? Une voiture remonta l'allée, inconnue, rutilante, déplacée. La vitre s'abaissa, révélant une femme vêtue de noir, le voile relevé, juste assez pour dévoiler un visage pâle et déterminé. Mademoiselle Marple sourit gentiment. « Madame Ravenscroft. » Les lèvres d'Esther Ravenscroft tremblèrent. « Mademoiselle Marple, j'ai reçu un télégramme hier, sans signature. Seulement ces mots. Rentre à la maison. Ta place t'attend. » Les doigts de Mademoiselle Marple se refermèrent sur la note dans son sac à main. « Prépare la place, » murmura-t-elle. « Le moment est venu. » Les yeux d'Esther s'écarquillèrent. « Mademoiselle Marple, et si quelqu'un me croyait déjà morte ?»« Non, » répondit doucement Mademoiselle Marple. « Il souhaite votre mort. » Le vent souffla, dispersant les feuilles brunes comme des témoins en fuite. « Vous êtes revenu chez vous pour une tombe, » poursuivit Mademoiselle Marple, « et quelqu'un l'a gentiment préparée. Pour vous. » Esther agrippa le volant, la terreur se lisant dans ses yeux. « Qui voudrait ma mort ?» La voix de Mademoiselle Marple s'adoucit, mais son regard resta perçant. « Ma chère, lorsque la mort frappe un mariage de manière inattendue, elle laisse souvent une dette impayée. » La cloche de l'église sonna une fois, d'un ton grave et solennel qui ressemblait presque à une acceptation. Mademoiselle Marple se retourna vers le centre du village. « Trouvons, dit-elle, l'homme qui croit avoir emprunté une tombe et pense désormais posséder une veuve.
Mademoiselle Marple entra à nouveau dans le cimetière, accompagnée d'Esther Ravenscroft, qui serrait son sac à main comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Le révérend s'était retiré dans la sacristie pour prier ou pour se calmer. Et l'inspecteur examinait la clôture d'enceinte, où quelqu'un semblait avoir soulevé une brouette par-dessus la rambarde. Le regard d'Esther se fixa sur la tombe ouverte, le souffle court. « Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait creusé ça pour moi. »« Préparer une tombe à l'avance, » répondit doucement mademoiselle Marple, « est un message très particulier. Moi, ton heure approche, que j'ai déjà décidé que ton heure est venue. » Esther frissonna. L'inspecteur Willis revint, son manteau claquant au vent. Il y avait effectivement des traces de roues près de l'entrée latérale, des roues de brouette lourdes, des empreintes profondes. Celui qui a transporté du matériel ici la nuit dernière avait de l'aide ou des bras solides. Mademoiselle Marple regarda vers la haie lointaine. « Je me demande si notre fossoyeur est venu travailler avec d'excellents outils et à grande vitesse. » Willis acquiesça. Cette tombe n'a pas pris des heures, elle a nécessité une planification. « Et de la conviction » ajouta mademoiselle Marple doucement. Une nouvelle voix se fit entendre derrière eux. C'était peut-être un malentendu. Monsieur Lionel Cavendish, élégamment vêtu et avec l'air confiant d'un homme habitué à être apprécié, s'approcha d'eux en marchant tranquillement depuis le chemin principal. Son sourire semblait amical, mais pas son regard. « Il y a sûrement une explication simple, » affirma-t-il. « Une erreur administrative. Un fossoyeur s'est trompé de date ou de nom. » L'inspecteur Willis haussa un sourcil. « La nuit ? Sans ordre. » En enfonçant les portes de l'église. Cavendish haussa légèrement les épaules. « Les gens font des erreurs. » Mademoiselle Marple l'étudia un instant avant de lui offrir un sourire chaleureux et poli. « Vous étiez à l'étranger lorsque Leonard Ravenscroft est décédé, je crois. »« Oui, » répondit Cavendish. « J'avais une affaire urgente à régler à Paris. Ce fut un grand choc à mon retour. » Sa voix s'adoucit. Léonard était un homme bien, un ami loyal. Les yeux d'Esther brillèrent, mêlant douleur et quelque chose d'indéchiffrable. Mademoiselle Marple le remarqua. « Et vous saviez que Madame Ravenscroft était de retour ?» demanda-t-elle. « Je viens de voir sa voiture, » répondit-il calmement. « Je suis naturellement venu lui rendre hommage. » Mademoiselle Marple admira la plausibilité de son mensonge, s'il s'agissait bien d'un mensonge. Willis demanda. « Où étiez-vous hier soir, monsieur ?»« Chez moi, » répondit Cavendish sans hésiter. « Je me suis couché à 10 heures. Ma gouvernante peut le confirmer. » Willis acquiesça, mais le doute persistait sur son front. Miss Marple changea doucement d'angle. « Vous connaissiez bien Léonard. Et vous vous occupiez de certaines de ses affaires, n'est-ce pas ?» Cavendish marqua une pause un peu trop longue. « Oui, pendant un certain temps. »« Pourquoi ?» Les yeux de Miss Marple se posèrent à nouveau sur la tombe. « Nous cherchons simplement à déterminer qui pourrait tirer profit du décès prématuré de Madame Ravenscroft. » Esther eut le souffle coupé. Willis lança un regard à mademoiselle Marple, mi-inquiet, mi-admiratif. Cavendish retrouva le sourire, mais celui-ci était plus ténu, plus forcé. « Vous me soupçonnez. Chère madame, vous savez certainement que la mort de Léonard n'a laissé à Esther que des dettes. »« Les dettes, » répéta doucement mademoiselle Marple, « peuvent être très rentables, une fois effacées. » Il serra les mâchoires. Avant que Willis ne puisse insister davantage, le révérend Peveril ressortit de la sacristie, le visage blême. « Il y a eu une découverte. » Sa voix tremblait. Ils le suivirent à l'intérieur de l'église. La sacristie sentait l'encens et la vieille pierre. Sur la table en chêne reposait une plaque funéraire, ternie mais lisible. Esther retint un cri lorsqu'elle vit le nom gravé. Esther Ravenscroft. Un cercueil commandé à l'avance.
une tombe creusée avant la mort, une place réservée au bord de l'éternité. Willis jura entre ses dents. Quelqu'un ne se contente pas de vous menacer. Il vous a déjà déclarée morte. Miss Marple se pencha pour regarder de plus près. Les coins de la plaque étaient légèrement bosselés, comme si elle avait été retirée à la hâte. « Inspecteur, dit-elle, cette plaque était autrefois fixée, probablement à un cercueil. Récemment, Willis se raidit, ce qui signifie que quelqu'un avait préparé un enterrement complet. Esther murmura. « Mais sans corps. » Mademoiselle Marple la regarda tendrement. « Pas encore, ma chère. » Le vent souffla alors contre la fenêtre de la sacristie, faisant trembler les flammes des bougies. Le silence s'installa. Finalement, mademoiselle Marple prit la parole. « Il y a ici quelqu'un qui souhaite que la loyauté reste enfouie sous terre, quelqu'un dont les secrets seraient révélés si vous viviez assez longtemps pour les découvrir. » Les yeux d'Esther s'écarquillèrent dans une terrible prise de conscience. « Léonard ?»« Non, » répondit mademoiselle Marple. « Quelqu'un qui a profité de sa chute. Quelqu'un qui sait comment régler discrètement les formalités administratives. Les tombes discrètement. Les avis discrètement. » Elle se tourna lentement vers Lionel Cavendish. Il rit d'un rire rauque et saccadé. « C'est absurde. Esther est comme une sœur pour moi. » « Comme une veuve ayant accès aux signatures, » suggéra doucement mademoiselle Marple. Le masque de Cavendish se fissura. « Je l'ai protégé du scandale. » « En instaurant un silence plus permanent ?» demanda-t-elle. L'inspecteur Willis s'approcha, bouillonnant de rage. Cavendish recula, la voix brisée. « Léonard me faisait confiance. J'ai maintenu le domaine à flot. Et vous vous êtes assuré qu'il coule avec un seul survivant, » termina doucement mademoiselle Marple. La panique se reflétait désormais dans ses yeux. Il s'enfuit. Willis se précipita à sa poursuite. Brackett tenta de lui barrer la route à la porte de la nef, mais Cavendish le bouscula et disparut dans le cimetière. Esther s'effondra sur un banc, tremblante. Miss Marple lui toucha l'épaule. « Courage, ma chère. Une tombe empruntée suggère la précipitation. Le désespoir. Notre homme craint que le temps ne lui échappe. » Esther leva les yeux, la voix réduite à un murmure. « Va-t-il réessayer ?» La réponse douce de mademoiselle Marple cachait une grande détermination. « Oh oui. Et bientôt. Un homme qui prépare une tombe la laisse rarement vide. » Dehors, la cloche de l'église sonna une fois de plus. Non pas sous l'effet du vent, mais sous l'effet d'une main trop impatiente pour attendre le destin. L'inspecteur Willis et l'agent Brackett se précipitèrent dans le cimetière à la suite de Lionel Cavendish. Mais mademoiselle Marple ne se pressa pas. Elle sortit avec un calme mesuré, observant la direction prise par Cavendish. Non pas vers le village, mais vers les bois. « Il connaît mieux le terrain qu'il ne le prétend », murmura-t-elle. Esther Ravenscroft se stabilisa dans l'embrasure de la porte, les joues blanches comme de la craie. « Il a peur. Cela doit signifier qu'il est coupable. » Ou désespéré, corrigea doucement mademoiselle Marple. « Tous ceux qui fuient ne sont pas des meurtriers. Certains fuient des vérités qu'ils n'ont jamais voulu accepter. » Esther déglutit, les yeux attirés malgré elle vers la tombe ouverte. La terre semblait plus sombre maintenant, plus avide. « Mademoiselle Marple, » murmura-t-elle, « et s'il avait voulu me tuer hier soir? Et si j'étais arrivée plus tôt ?» Mademoiselle Marple lui prit doucement la main. « La peur fait naître des horreurs, ma chère, mais nous devons chercher des motifs, pas des fantômes. » Son ton s'adoucit. « Qui a intérêt à ce que vous disparaissiez ?»« Pas Lionel, » insista Esther. « Il essaie de démêler les dettes de Léonard. Sans moi, le domaine reviendra entièrement aux créanciers. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Alors nous devons nous intéresser à ces créanciers et à ceux qui ont rédigé leur contrat. » Le silence se fit.
Le regard d'Esther se posa sur les grilles en fer lointaines, où une silhouette élancée s'approchait lentement, ses bottes crissant sur le gravier avec une précision presque cérémonielle. Le docteur Julian Grayford, grand, sévère, le regard perçant sous ses lunettes. Un homme qui portait son stéthoscope avec l'assurance d'un juge tenant son marteau. Il s'arrêta devant eux. « Madame Ravenscroft, » dit-il froidement, « quelle surprise de vous retrouver à St. Aldwych. » Esther acquiesça d'un signe de tête raide. « J'ai reçu un message. Pas très agréable. » Le docteur Grayford l'évalua d'un regard plus glacial que réconfortant. « Le stress n'est pas bon pour votre cœur. Vous ne devriez pas voyager sans m'en informer. » Mademoiselle Marple l'observait attentivement. « Quelle attention, docteur. Vous saviez donc qu'elle reviendrait ?» Une pause, microscopique, mais suffisante. « Je m'en doutais, » répondit-il. « murmura mademoiselle Marple. « Un médecin en sait long sur la vie et sur la mort. » Les lèvres de Grayford se pincèrent. « Si l'inspecteur Willis pense que madame Ravenscroft est en danger, elle devrait revenir avec moi au cabinet. Je la raccompagnerai chez elle, en toute sécurité. » Esther retint son souffle, prise d'une peur instinctive. Mademoiselle Marple s'interposa entre eux, avec douceur mais fermeté. « La sécurité est souvent une question de contexte, docteur. Par exemple, le contexte d'un ordre d'inhumation. » L'expression de Grayford ne changea pas, mais ses pupilles se contractèrent. « Vous insinuez quelque chose d'absurde, » dit-il. « Oh non, » répondit mademoiselle Marple sereinement. « C'est tout à fait rationnel. En tant que médecin, c'est vous qui signeriez le certificat de décès. Et une fois rédigé, un tel certificat a le pouvoir de balayer proprement sous terre les vérités gênantes. » Esther trembla. Il conseillait également Léonard sur ses investissements. Grayford serra les mâchoires. Madame Ravenscroft se confie trop. La voix de mademoiselle Marple devint aussi tranchante qu'un scalpel. Une dette dans un registre peut être compensée par un décès dans un autre. Grayford recula lentement d'un pas. Vous surestimez mon influence. Et vous sous-estimez, répondit mademoiselle Marple, à quel point le silence en dit long. L'inspecteur Willis réapparut alors, haletant, Brackett juste derrière lui. « Je l'ai perdu dans les arbres, » grogna Willis. « Nous allons poster des gardes. » Son regard se posa sur Grayford et ses soupçons se ravivèrent. « Nous aurons besoin des déclarations de toutes les personnes ayant accès au cimetière, » dit Willis. « Y compris vous, docteur. » Grayford inclina froidement la tête. « Bien sûr. » Il s'éloigna d'un pas décidé, laissant derrière lui un léger parfum stérile. Willis marmonna. « Je n'aime pas cet homme. » Mademoiselle Marple esquissa un sourire. « Il est un peu trop calme. » Les menaces ébranlent rarement ceux qui croient contrôler l'issue finale. Willis fit un signe de tête en direction de la tombe fraîchement creusée. Il s'agit clairement d'un complot meurtrier. Nous protégerons Esther jour et nuit. Les épaules d'Esther s'affaissèrent tout sous le poids d'un soulagement las, mais son regard continuait d'errer, comme si elle cherchait quelqu'un qui pourrait comprendre parfaitement sa peur. Miss Marple le remarqua. « Ma chère, » demanda-t-elle doucement, « qui d'autre savait que vous alliez rentrer chez vous ?» Esther cligna des yeux. « Personne. Je n'ai parlé à personne à St. Aldwych. »« Pourtant, quelqu'un vous a invité, » dit Miss Marple. « Quelqu'un qui était sûr que vous obéiriez. » Esther hésita, un vieux souvenir faisant rougir son visage. « Il y avait quelqu'un, » murmura-t-elle. « Léonard m'avait dit un jour que s'il lui arrivait quelque chose, je devais faire entièrement confiance au docteur Grayford, qu'il savait tout. »« Tout !» répéta mademoiselle Marple. « Comme c'est réconfortant qu'un seul homme détienne autant de vérité. » Willis serra les poings. « Nous arrêterons Grayford si nécessaire. » La voix de mademoiselle Marple resta douce. « Oh non, inspecteur,
Nous ne pouvons pas tirer la corde trop tôt, sinon tout le rideau tombera dans le mauvais sens. » Elle se tourna une fois de plus vers la tombe. Quelqu'un pense que la mort d'Esther doit paraître naturelle, un événement triste, une tragédie que personne ne remet en question. Elle effleura légèrement la plaque du cercueil du bout des doigts. « Mais leur erreur, murmura-t-elle, a été de préparer une tombe trop tôt. » Une ombre vacilla derrière les pierres tombales, se déplaçant à contre-courant de la lumière. La silhouette d'un homme s'arrêta, observant. Mademoiselle Marple le vit la première. Cavendish émergeait des arbres, le souffle haletant. Cette fois, il ne courut pas. Il fixa Esther du regard. « Je vous en prie, » haleta-t-il d'une voix cassée. « Vous devez quitter ce village tant que vous le pouvez encore. » Willis le saisit immédiatement, mais Cavendish ne résista pas. Il tremblait seulement, terrifié par le sol qui se soulevait sous ses pieds. Mademoiselle Marple observa sa peur, réelle et brute, et elle savait que la peur pointait toujours vers le coin le plus sombre. Quelqu'un à Saint-Aldwich était prêt à enterrer une vérité si profonde que même le chagrin ne pourrait la déterrer, et ils avaient emprunté une tombe pour le faire. L'inspecteur Willis guida Lionel Cavendish dans le hall de l'église où un agent de police temporaire montait la garde. La panique de Cavendish avait laissé place à un désespoir engourdi, ses mains pendantes le long de son corps. « Je n'ai pas creusé cette tombe, » murmura-t-il. « Vous devez me croire. Mais je sais qui aurait pu. » Miss Marple se tenait à quelques mètres. De là, observant l'homme avec une douce précision. Sa peur n'était pas théâtrale, elle s'accrochait à lui comme du lierre humide. Pourtant, la peur seule ne pouvait l'absoudre. « Commencez par expliquer pourquoi vous avez fui, » dit l'inspecteur Willis d'un ton sec. Cavendish pressa une main tremblante contre son front. « Parce que je suis venu à l'église hier soir. » Esther eut le souffle coupé. « Vous étiez ici ?»« Oui, » répondit Cavendish d'un air misérable. « J'avais entendu des rumeurs selon lesquelles la tombe de Léonard avait été profanée. J'ai pensé... » Il déglutit. « J'ai pensé que quelqu'un pourrait essayer de l'exhumer, de faire ressurgir de vieilles affaires. »« Des affaires financières ?» demanda mademoiselle Marple. Il acquiesça d'un signe de tête, rigide, honteux. « Je suis arrivé trop tard. »« Quelqu'un était déjà là, » continua-t-il. « Une lanterne, des ombres. J'ai paniqué. Qui que ce soit, il avait l'avantage de la surprise. » L'inspecteur Willis plissa les yeux. « Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit plus tôt ?»« Parce que, » murmura Cavendish, « j'ai vu quelque chose, quelqu'un dans la tombe. » La pièce se figea dans un souffle collectif. Esther agrippa le bras de mademoiselle Marple, la voix faible. « Léonard ?»« Non, » répondit Cavendish d'une voix rauque. « Pas une personne, juste une... forme, une sorte de sac. Mais lourd, très lourd. » Le cœur de mademoiselle Marple se serra. Elle imagina le fond lisse de la tombe, propre, à l'exception de la plaque en laiton. Que recouvrait-elle? Et ensuite, demanda-t-elle doucement. « Je me suis enfui, » admit Cavendish. « J'avais honte et peur. » L'inspecteur Willis poussa un grognement de frustration. « Espèce de lâche !»« Oui, » dit Cavendish, la voix brisée. « Mais je n'ai tué personne. » Mademoiselle Marple s'approcha, le regard perçant. « Avez-vous vu qui avait commencé à creuser ?» Il secoua la tête. « Juste une ombre. Grande, rapide. Ils ont soulevé le sac et ont disparu vers les arbres. »« Vers le village ?» corrigea doucement mademoiselle Marple. Il la regarda, impuissant. « Pensez-vous vraiment que le docteur Greyford veut faire du mal à Esther ?» Mademoiselle Marple ne lui répondit pas. Elle avait déjà remarqué ce que l'inspecteur avait manqué. Les paumes des gants de Cavendish. Une légère trace de poussière de pierre crayeuse. Pas de terre. Pas de boue. Elle se pencha pour l'examiner de plus près.
La poussière s'effritait légèrement sous son doigt ganté. « Curieux, murmura-t-elle. Vous semblez avoir manipulé la pierre de la sacristie ou les poteaux de la porte. Récemment. » Il cligna des yeux. Je me suis appuyé là pour reprendre mon souffle en courant, je suppose. Peut-être vrai, peut-être commode. Mademoiselle Marple rangea discrètement cette observation dans un coin de son esprit. Dehors, le soleil d'automne descendait plus bas, étirant les ombres comme de longs doigts sur les pierres, tombales. Mademoiselle Marple retourna à la tombe avec hésitation, comme si elle s'approchait d'une scène dont le prochain acte n'avait pas encore été répété. La terre autour des bords était inégale, trop propre à l'intérieur, trop éraflée sur le pourtour. Quelqu'un avait nettoyé l'épreuve. Son regard se posa sur la plaque en laiton, désormais enveloppée dans un tissu dans son sac à main. 13. Un chiffre malchanceux, si l'on croyait à ce genre de choses. Mais mademoiselle Marple croyait davantage à la superstition humaine et à la façon dont les criminels se trahissaient par les détails qu'ils négligeaient. Elle s'accroupit pour examiner la forme de la tombe, creusée de main de maître. Un homme habitué aux enterrements. Pas un médecin ni un homme d'affaires. Mais quelqu'un qui travaillait déjà parmi les tombes. Son regard se posa sur une modeste maison dans l'enceinte de l'église. Monsieur Edwin Graveson, le gardien du cimetière, sortit à ce moment-là, sa casquette à la main, surpris de la voir l'observer. « Mademoiselle Marple, » dit-il nerveusement. « C'est une affaire terrible. » Mademoiselle Marple se leva lentement. « C'est vrai, c'est terrible. On se demande pourquoi quelqu'un voudrait voler une tombe chez vous. » Sa pomme d'Adam bougea. « Voler. Oui, » dit-elle gentiment. « Pour creuser une tombe aussi parfaitement, il faut comprendre la terre. Son poids. Comment elle se corrige si elle est mal manipulée. » Il la fixa, les mains tremblantes. « Je n'ai rien fait de mal, mademoiselle. »« Non, » acquiesça-t-elle. « Mais peut-être savez-vous qui l'a fait. » Tout le sang se retira de ses joues. « Vous devez le dire à l'inspecteur Willis. » dit doucement mademoiselle Marple. Quelqu'un connaissait intimement la tombe de Leonard Ravenscroft. Quelqu'un qui savait qu'il y avait un espace tout près à côté et quelqu'un qui savait quand vous étiez absent. La voix de Graveson se brisa. Je lui ai dit que je ne prendrais pas plus d'argent, que je regrettais d'avoir aidé lors du premier enterrement. Mais il a dit que ce n'était pas fini. Mademoiselle Marple retint son souffle. Le premier enterrement ? Murmura-t-elle. Graveson acquiesça en tremblant. Il y a 6 mois, après que le cercueil de M. Ravenscroft eut été mis en terre, le docteur Grayford m'a donné une souveraine pour m'occuper d'un petit extra. Il m'a demandé de placer une boîte en bois scellée sous le cercueil. Il m'a dit que c'était une affaire de famille. Je n'ai pas posé de questions. Mademoiselle Marple ferma les yeux, les pièces du puzzle s'assemblant violemment. « Et hier soir ?» demanda-t-elle d'une voix fragile. « Il est revenu » répondit Graveson d'une voix rauque. « Il a dit qu'il fallait retirer la boîte avant que quelqu'un ne la trouve. Il a dit qu'il n'y aurait pas de mal, mais quand j'ai refusé... » Il pointa un doigt, tremblant vers la tombe. Il l'a creusée lui-même. Un silence s'installa, lourd, fatidique. Mademoiselle Marple murmura. Alors la tombe empruntée n'était pas pour Esther, mais pour ce qu'elle n'était pas censée découvrir. La boîte scellée. Un secret destiné à rester enfoui. Son regard s'aiguisa, sa voix devint aussi tranchante qu'une lame. Le docteur n'avait pas l'intention de tuer Esther, pas encore. Il avait l'intention d'enterrer la seule chose qui aurait pu la sauver. L'inspecteur Willis revint précipitamment au moment où mademoiselle Marple prononçait ces derniers mots. « Allez le chercher, » dit-elle. « Le docteur Grayford doit répondre de la mort de cette femme. » Willis acquiesça, le visage sombre comme un jugement. Mademoiselle Marple regarda à nouveau la tombe ouverte et l'ombre d'une vérité de la taille d'une boîte qui refusait de reposer en paix.
L'inspecteur Willis ne perdit pas de temps. Il se dirigea vers le chemin du village, suivi de 2 agents, le pas déterminé. Mademoiselle Marple resta dans le cimetière avec Esther, le regard tendre mais vigilant. Esther fixait la tombe ouverte, dont le vide semblait s'élargir, s'étendre vers elle. « J'ai l'impression que Léonard m'appelle, » murmura-t-elle. « Quelque chose reste à faire. » Mademoiselle Marple tourna son regard vers la terre. « La mort met rarement fin à un mariage, ma chère. Elle ne fait que donner lieu aux conversations les plus sincères. » Esther eut le souffle coupé. Mais si Léonard savait quelque chose qui effrayait le docteur plus que n'importe quelle dette. « Alors nous devons écouter la terre, » murmura mademoiselle Marple. Madame Heathcote apparut soudainement, les mains appuyées de manière théâtrale contre son chapeau. « Avez-vous entendu? Le docteur est parti. Il s'est enfui comme un faisan effrayé. »« Parti ?» s'étonna Esther. Madame Heathcote acquiesça vigoureusement. « Il s'est précipité dans sa voiture. Il a failli écraser le terrier de M. Pringle. » Mademoiselle Marple absorba la nouvelle avec un calme inquiet. Un homme coupable pouvait s'enfuir, mais un homme acculé courait plus vite. Elle se tourna vers Graveson, qui se tenait près du porche de l'église, tiraillé entre la culpabilité et la peur. « Vous avez enterré un secret sous Léonard Ravenscroft, » dit doucement mademoiselle Marple. « Et maintenant, celui qui en avait la charge a l'intention d'enterrer son témoin. » Graveson acquiesça d'un signe de tête étranglé. Esther le fixa du regard. Que contenait la boîte? Que Léonard avait-il besoin de cacher? Graveson s'essuya les yeux. « Je ne l'ai jamais vu, mais le docteur a dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à Léonard avec la vérité, que cela briserait le cœur de madame Ravenscroft, que lui seul pouvait la garder en sécurité. » La voix de mademoiselle Marple s'éleva doucement. « Et pourtant, il a enfermé la vérité sous terre comme un cadavre. » Graveson déglutit péniblement. « Je suis désolé, madame, je n'ai fait que suivre les ordres. » Mademoiselle Marple lui tapota la main. « La peur est un mauvais employeur. » L'inspecteur Willis revint rapidement, à bout de souffle. La maison du docteur Grayford était fermée à clé. Sa voiture a disparu. Quelques instruments médicaux manquent. « Des instruments ?» répéta mademoiselle Marple. « Pour soigner ou pour nuire ?» Willis fronça les sourcils. « Nous avons prévenu les villages voisins. Des barrages routiers sont en cours d'installation. » Mademoiselle Marple leva légèrement le menton. « Il ne s'enfuira pas loin. Son travail reste inachevé. » Ils se retournèrent lorsqu'un jeune agent de police traversa la pelouse en courant. « Inspecteur, des traces dans le champ derrière, des roues de voiture en direction de l'ancien domaine Ravenscroft. » Esther porta la main à sa bouche. « Ma maison !» L'expression de mademoiselle Marple se durcit sous son apparence douce. « Bien sûr, » dit-elle, « c'est là qu'il a commencé ses mensonges, et c'est là qu'il les terminera. » Ravenscroft Hall se dressait comme un mausolée de richesses perdues, avec ses fenêtres sombres et son lierre s'agrippant à la pierre comme des doigts désespérés. Le portail était ouvert, cassé au niveau d'un pivot. L'inspecteur Willis fit signe de se taire en levant la main. Le groupe avança prudemment, le crissement du gravier trahissant chaque pas prudent. Mademoiselle Marple se glissa à l'intérieur juste derrière Willis, ses yeux s'habituant à la pénombre. L'air sentait le bois humide et le secret. Esther pressa une main contre sa poitrine. « Il gardait son bureau privé fermé à clé, » murmura-t-elle. « Dans l'aile est. » Graveson acquiesça brusquement. Il a ordonné que la boîte soit placée sous la tête du cercueil. Il a dit que personne ne devait jamais voir ce qu'elle contenait. Willis fronça les sourcils. « Alors, cette boîte scellée contient quoi? Des documents? Des preuves ?» Mademoiselle Marple s'arrêta dans le grand couloir, la voix basse mais assurée. « Pas des documents, dit-elle.
quelque chose de trop fragile pour supporter longtemps l'humidité de la terre. Quelque chose qu'une veuve au cœur brisé reconnaîtrait immédiatement. Esther le regarda, pâlissant. « Des lettres ?»« Non, » répondit mademoiselle Marple tristement. Le passé lui-même. Une planche craqua au-dessus d'eux. Tous levèrent brusquement la tête. Willis fit signe à ses hommes. À l'étage. Ils montèrent l'escalier en silence, les lanternes éclairant les coins sombres. Mademoiselle Marple se déplaçait avec une agilité surprenante pour une femme de son âge, guidée non par la peur, mais par la certitude. Au palier, ils trouvèrent le couloir de l'aile est fermé par un verrou fraîchement installé. Willis haussa les épaules, mais mademoiselle Marple posa une main sur son bras. « Laissez-moi faire, » dit-elle doucement. Elle frappa. Une voix répondit de l'intérieur, tremblante, non pas de peur, mais de rage. « Partez, Léonard Ravenscroft. » Esther se figea, le choc lui coupant le souffle. « Léonard ?» Mademoiselle Marple s'avança. Sa voix était douce comme la pluie. « Monsieur Ravenscroft, » dit-elle, « vous avez enterré un enfant, n'est-ce pas ?» Silence. Puis un sanglot, brut, sans phare. Le verrou coulissa. La porte s'ouvrit. Léonard Ravenscroft se tenait là, émacié, pâle, les yeux noyés dans une agonie insomniaque. Dans un coin de la pièce se trouvait une petite boîte en bois, les côtés cabossés, les clous arrachés, à moitié ouverte. Esther pressa une main tremblante contre ses lèvres. « Léonard, qu'avez-vous fait ?» Léonard tremblait comme si ses os allaient se briser. C'était le seul moyen de le protéger. Il voulait qu'il disparaisse pour toujours. Il disait qu'il était une erreur. Les genoux d'Esther se dérobèrent. « Lui !» Miss Marple la regarda dans les yeux, avec une clarté empreinte de chagrin. « Les Ravenscroft ont eu un enfant, » dit-elle doucement. Un enfant tenu secret, parce qu'un médecin avait insisté sur le fait que ce garçon serait une source de honte, voire de ruine. Le visage d'Esther se décomposa. « Mon bébé !» Léonard tomba à genoux. « Greyford a dit que nous devions le cacher. Pour ta santé, pour ta réputation. Je l'ai cru. Mon Dieu, je l'ai cru. » Esther s'effondra à côté de la boîte, tremblante. Il m'a dit que notre enfant était mort-né. Et lorsque la culpabilité a envahi Léonard, termina mademoiselle Marple d'une voix à peine audible, le médecin l'a convaincu d'enterrer la vérité littéralement à ses pieds. L'inspecteur Willis grimaça, pris de nausée. « Vous avez donc mis en scène l'enterrement d'un enfant vivant. » Léonard acquiesça, brisé. « Mais je ne pouvais pas le laisser là, seul, pour toujours. » Mademoiselle Marple toucha doucement le couvercle. À l'intérieur, il ne restait qu'une petite couverture tricotée. Des larmes coulèrent, de grosses larmes. Puis le dernier morceau tomba comme un coup de marteau. « Le docteur Greyford est donc revenu hier soir, » dit mademoiselle Marple, « pour détruire ce qui, selon lui, risquait de le dénoncer. » Willis serra les mâchoires. « Nous devons inspecter le domaine. Le garçon, où est-il maintenant ?» Léonard leva les yeux, sanglotant. « Il est vivant, en sécurité, caché dans la maison du jardin. Je ne pouvais pas le laisser partir. » Et Esther Ravenscroft poussa un cri qu'aucune tombe ne pouvait retenir. L'inspecteur Willis réagit immédiatement. « Agent Brackett, la maison du jardin, tout de suite !» Brackett se précipita dans le couloir. Léonard se leva en titubant pour le suivre, mais mademoiselle Marple se plaça devant lui, telle une barrière douce. « Non, » dit-elle doucement. « Votre présence pourrait effrayer le garçon. Nous devons agir avec prudence. Il a vécu trop longtemps dans l'ombre. » Léonard se couvrit le visage, les épaules secouées par le regret. Esther resta agenouillée à côté de la petite boîte en bois, ses doigts, tremblants, agrippant la douce couverture tricotée. Des
Années de chagrin refoulé se déversèrent en larmes qu'elle n'avait jamais eu le droit de verser. « Mon bébé était vivant, » murmura-t-elle. « Tout ce temps !» Mademoiselle Marple posa une main rassurante sur son épaule. « Le chagrin accompagné d'espoir devient du courage, ma chère. Vous en aurez besoin maintenant. » Esther leva les yeux, le regard brillant d'une nouvelle détermination. Un cri retentit depuis le jardin en contrebas. « Inspecteur, le garçon, il a disparu !» Willis jura et courut vers les escaliers. Miss Marple serra les lèvres. « Ainsi, » murmura-t-elle, « notre docteur est revenu pour terminer ce qu'il avait commencé. » La porte du cottage du jardin était ouverte. Une seule botte d'enfant était restée sur le seuil. À l'intérieur, une couverture jetée de côté, un petit cheval en bois abandonné au milieu du tapis, comme s'il avait été utilisé pour jouer, et une fenêtre grande ouverte, des empreintes de boue fraîche menant vers le verger. L'inspecteur Willis grogna, contenant sa fureur. Le docteur Grayford a enlevé l'enfant. Il l'a emmené directement de sa cachette. Mademoiselle Marple ferma les yeux, sentant le poids de la vérité s'aligner avec une précision trop cruelle pour être ignorée. « Non, » dit-elle, « il n'a pas découvert le garçon ce soir. Il savait depuis le début où se trouvait l'enfant. » Willis la fixa du regard. « Expliquez-moi. Le docteur Grayford était le conseiller permanent de Léonard, » répondit-elle. Il n'aurait jamais permis à Léonard de cacher quelque chose, surtout quelque chose d'aussi dangereux, sans garder le contrôle. Sa voix s'assombrit. Ce n'était pas une chasse, c'était une récupération. Willis se tourna vers elle. Et maintenant, il ne peut pas quitter le village. Nous surveillons toutes les routes. Le regard de mademoiselle Marple se porta sur le clocher de l'église, à peine visible derrière les arbres squelettiques du verger. Les hommes comme le docteur Grayford sont très fiers, dit-elle. Ils ne fuient pas, ils tirent des conclusions. Ils se précipitèrent à travers Saint-Aldwich. Les villageois les regardaient depuis leurs fenêtres et leurs devantures, voyant la panique, mais ignorant tout de la guerre silencieuse qui se déroulait parmi eux. Arrivée au cimetière, mademoiselle Marple s'arrêta si brusquement que Willis faillit lui rentrer dedans. La tombe fraîche. Ses bords étaient maintenant abîmés, la terre éparpillée. Quelqu'un y était revenu. Evelyn Copley, qui était venue en courant de la boulangerie en entendant le tumulte, eut le souffle coupé. « Il enterre le garçon vivant. »« Non, » dit mademoiselle Marple d'une voix très douce. « Il met en scène une tragédie que personne ne remettra en question. » Elle s'agenouilla au bord de la tombe. Quelque chose de nouveau gisait là, récemment laissé tomber. Un stéthoscope. L'inspecteur Willis s'en empara. Il était là, il y a quelques instants. Miss Marple se leva, ses yeux balayant le cimetière avec la précision d'un faucon. « Écoutez, » murmura-t-elle. Ce n'était pas le vent, ni les feuilles. Un cri doux et étouffé. Esther Ravenscroft se raidit, son instinct maternel en alerte. « Mon fils !» Mademoiselle Marple leva la main pour lui demander de rester immobile. Puis elle désigna quelque chose. Pas la tombe, mais le remise de l'église, dont la vieille porte était entr'ouverte, laissant entrevoir des ombres qui bougeaient à l'intérieur. Willis se précipita vers elle, revolver à la main. Il ouvrit la porte en grand. À l'intérieur, l'enfant, un garçon frêle aux boucles brunes, se tenait adossé à une étagère, les yeux écarquillés, silencieux. Devant lui se tenait le docteur Grayford, les mains levées comme s'il se rendait, mais ses yeux reflétaient la calcul, pas la peur. « Vous vous méprenez, » dit Grayford d'un ton suave. « J'ai sauvé la vie de cet enfant. Léonard l'aurait tué sans moi. » Léonard Ravenscroft arriva à la porte juste à temps pour entendre l'accusation et rugit comme un animal blessé. « Menteur !» Miss Marple s'interposa entre eux avant que la violence n'éclate. « Docteur, »
dit-elle doucement. « Pourquoi voler la tombe d'un garçon que vous prétendez avoir protégé ?» La mâchoire de Greyford se crispa, se resserrant comme un piège. Il voulait me dénoncer. Léonard était faible, il aurait tout avoué. Et la femme? Son regard froid se posa sur Esther. Elle aurait détruit tout ce que j'ai construit. Esther porta la main à son cœur. « Vous aviez donc l'intention de la tuer, » dit mademoiselle Marple, « et d'enterrer l'enfant. Pour rétablir le silence. » Greyford se jeta soudainement sur le garçon, mais Willis fut plus rapide. Il plaqua le docteur contre le mur et lui passa les menottes avec une violence définitive. L'enfant laissa échapper un petit sanglot. Puis Esther se précipita vers lui et le prit dans ses bras. Ses petits doigts agrippaient la couverture tricotée retrouvée dans la boîte scellée. Ses larmes tombèrent sur ses boucles. Léonard se tenait à l'écart, tremblant, comme s'il avait peur de croire que le salut était arrivé trop tard. Mademoiselle Marple se tourna vers Greyford, qui la fixait maintenant avec un mélange effrayant de fureur et d'incrédulité. « Vous pensiez, dit-elle doucement, que vous pouviez commander la vie et la mort comme des ordonnances sorties de votre poche. Mais une tombe empruntée est une tombe rendue, et la vérité, une fois enterrée, devient agitée. » Greyford cracha amèrement. « Vieille fouineuse !» L'inspecteur Willis le tira hors de la remise, la voix sèche. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et mise en danger d'un enfant. Tout ce que vous direz. » Mademoiselle Marple ne les suivit pas. Elle s'avança plutôt vers la tombe ouverte. Des ombres s'y accumulaient comme l'eau d'un monde plus sombre. Evelyne murmura « Et maintenant ?» Miss Marple répondit doucement « Nous la remplissons. »« Et la boîte ?» demanda Graveson en tremblant. Miss Marple sourit. Un petit sourire, mais réconfortant. Cette boîte n'a plus sa place sous terre. Elle regarda Esther, qui serrait son enfant contre sa poitrine comme un serment. « La famille Ravenscroft, dit-elle, ne sera plus jamais enterrée vivante. » La tombe empruntée resta ouverte, mais son utilité avait changé. Un rappel, un avertissement, une victoire sculptée dans la terre elle-même. La lune s'éleva au-dessus de Saint Aldwych, tandis que l'inspecteur Willis escortait le docteur Greyford menotté. Les villageois qui s'étaient attardés derrière les rideaux de leur cottage se précipitèrent dans les ruelles, leurs voix s'élevant pour colporter des ragots qui redessinaient déjà ce qu'ils ne comprenaient pas encore. Miss Marple resta près de la tombe avec Esther, Léonard et le garçon. La lumière des lanternes vacillait sur la terre retournée, plongeant la scène dans des nuances d'effroi et de renaissance. Esther serra son enfant contre elle. Le petit garçon, Oliver, fixait la tombe, les yeux écarquillés, le souffle tremblant de confusion. Il enfouit son visage dans son cou, comme s'il reconnaissait instinctivement l'horreur à laquelle il avait échappé de justesse. Léonard s'approcha, le visage marqué par la honte. « Esther, pardonne-moi. Je pensais bien faire. J'ai cru Greyford. J'ai laissé la peur me dominer. » Esther regarda son mari, le regarda vraiment, pour la première fois depuis des mois. Dans la ligne dure de sa mâchoire, elle vit l'homme qui autrefois portait l'espoir comme une lanterne. Mais elle vit aussi l'homme qui avait laissé cette lanterne s'éteindre dans le vent. « Tu l'as laissé nous dire que notre enfant était mort, » dit-elle d'une voix tremblante, « et tu l'as laissé enterrer la vérité. » Léonard baissa la tête. « Je sais. J'ai déjà creusé ma propre tombe dans cette maison. » Miss Marple se détourna d'eux, laissant la douleur s'exprimer en privé. Elle examina une fois de plus le sol remué autour de la tombe, non plus en tant que détective, mais en tant que femme, contemplant la manière étrange dont le cœur humain cherche à tourner la page. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose qui brillait plus loin dans la rangée, près de la pierre tombale de Léonard. « Inspecteur, »
appela-t-elle doucement, bien que Willis se trouvât à quelques mètres de là, en train d'interroger Graveson. Elle se dirigea vers la pierre tombale. Esther la suivit, serrant Oliver dans ses bras. La lueur provenait d'une photographie, partiellement enfouie sous les feuilles mortes. Mademoiselle Marple la souleva délicatement. Léonard Ravenscroft se tenait dans le cadre à côté du docteur Greyford, et d'un autre homme, souriant avec les mêmes yeux qui la regardaient maintenant avec crainte depuis les bras d'Esther. Oliver. Le garçon semblait plus âgé sur la photo. Ce n'était pas un nouveau-né. Il avait peut-être 3 ou 4 ans. Esther inspira brusquement. C'est Oliver. Mademoiselle Marple acquiesça. Prise en secret, une preuve de vie que Greyford cachait, probablement pour s'assurer son pouvoir sur Léonard. Léonard tendit la main, la voix brisée. Il a dit que si vous l'appreniez, si quelqu'un le découvrait, le scandale nous détruirait tous les deux. Esther frissonna. Un scandale? D'avoir un enfant vivant? Mais mademoiselle Marple vit sous l'horreur, sous la tromperie, une blessure plus ancienne. Le docteur Greyford a convaincu Léonard qu'il y avait des doutes sur la paternité, dit-elle doucement. Le visage de Léonard pâlit comme s'il avait reçu un coup. Esther tituba en arrière. « Vous doutiez qu'il soit de vous ?» Léonard s'étouffa, écrasé entre la culpabilité et la honte. « Greyford a dit que vous aviez quelqu'un d'autre. » La gifle d'Esther rompit le silence comme un coup de fouet. Mademoiselle Marple ne broncha pas. Le coup était la vérité qui refaisait surface. « Tu as laissé son poison s'enraciner dans ton cœur, » murmura Esther. « Tu as laissé un homme qui enviait ton bonheur le détruire. » Léonard tomba à genoux, pleurant sans bruit. Mademoiselle Marple posa la photo sur la pierre tombale, comme une déclaration de résurrection. « Ceci, dit-elle doucement, était le véritable secret que Greyford craignait. Non pas l'enfant, mais l'amour qu'il ne pouvait contrôler. Un amour qui résisterait au scandale, au chagrin et au mensonge pour se reconstruire. » Esther regarda Léonard, non pas avec pardon, mais avec une détermination bien plus forte. « La vérité n'est pas enterrée, » dit-elle. « Elle est plantée. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Et certaines choses ne fleurissent qu'après un long hiver. » L'inspecteur Willis revint. « Nous devons ramener le garçon à l'intérieur. L'air nocturne n'est pas clément. » Léonard se leva lentement, ne sachant pas s'il avait sa place aux côtés d'Esther. Elle serra Oliver contre elle, les yeux fixés sur la maison. « Vous pouvez venir, » dit-elle à Léonard d'une voix froide comme l'ardoise. « Mais la confiance doit renaître, et vous devez faire plus que respirer pour être considéré comme vivant. » Ces mots pesaient plus lourds que n'importe quelle pierre tombale. Mademoiselle Marple ressentit un pincement au cœur, de la tristesse, certes, mais aussi du soulagement. Esther avait trouvé la force de la vérité au milieu de son chagrin. Alors que la famille se dirigeait vers Ravenscroft Hall, hésitante, fracturée, mais unie, mademoiselle Marple s'arrêta une dernière fois près de la tombe. Elle s'agenouilla et toucha la terre. « Cette terre, » murmura-t-elle, « a été empruntée pour faire taire l'amour. Au lieu de cela, elle l'a fait renaître. » Un changement soudain dans l'air passa derrière elle, le sentiment d'être observée. Elle se retourna brusquement. Une silhouette se glissa derrière l'église. Rapide, intentionnelle. Ce n'était pas le docteur Greyford, ce n'était pas Graveson. C'était quelqu'un qui n'avait pas encore été identifié. Mademoiselle Marple plissa les yeux. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « nous n'avons pas fini. » La tombe empruntée avait fait renaître la vérité, mais la personne qui avait ordonné la mort n'avait pas encore été enterrée par elle. Mademoiselle Marple ne se précipita pas vers l'ombre qui se glissait derrière l'église. La précipitation obscurcissait la lucidité, et la lucidité était ce qu'exigeait le moment. Au lieu de cela, elle s'arrêta une fois de plus près de la tombe,
là où la peur et l'amour s'étaient affrontés sous la terre. L'inspecteur Willis s'approcha, Oliver désormais en sécurité dans les bras d'un agent de police. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Il y a quelqu'un d'autre ici, » murmura mademoiselle Marple. « Quelqu'un qui a attendu dans l'obscurité pendant des années. Quelqu'un qui a mis en scène cette terrible pièce bien avant que le rideau ne se lève. » Willis scruta les pierres tombales avec inquiétude. Grayford a agi seul. « Non !» dit mademoiselle Marple. Calme comme le crépuscule, il a agi sous l'illusion qu'il contrôlait le destin. Mais une autre main a guidé ses choix. Un autre cœur a exigé que les Ravenscroft paient une dette beaucoup plus ancienne. Willis fronça les sourcils. « Qui » Elle ne répondit pas. La réponse était presque formée, mais un élément restait enfoui. Esther et Léonard furent conduits à l'intérieur de Ravenscroft Hall. Mademoiselle Marple les suivit, plus lentement, le poids de la vérité s'accumulant comme la pluie. À l'intérieur, le salon de la salle était éclairé par la lueur vacillante du feu. Oliver dormait enfin, blotti dans les bras de sa mère. Léonard était assis en face, craignant de respirer trop fort, craignant même d'exister dans le même espace que l'espoir renaissant. La pièce semblait presque intacte malgré les années, mais la poussière s'attardait aux endroits où le chagrin avait tenté d'effacer les souvenirs. Les yeux de mademoiselle Marple suivirent la cheminée, les portraits, la photo de mariage encadrée, légèrement de travers, une fissure dans la symétrie de la vie. Léonard rompit le silence. « Mademoiselle Marple, » murmura-t-il, « je dois savoir. Qui pourrait nous haïr à ce point ?» Mademoiselle Marple posa son regard sur lui, non pas d'un air accusateur, mais avec une gravité tranquille. « Parlez-moi de votre succès, » dit-elle. « Avant la chute. » Léonard cligna des yeux, surpris. « Quel est le rapport avec tout cela ?»« Tout, » répondit mademoiselle Marple. « La prospérité engendre l'envie aussi sûrement que l'hiver engendre le gel. » Il parla à contre-cœur. « Avant, j'ai acquis des biens immobiliers, des investissements. Nous avons bien réussi. »« Trop bien ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Léonard hésita. « Il y a eu des pertes. Certains clients se sont sentis trompés. Mais Grayford nous a conseillés à chaque étape. » Mademoiselle Marple l'interrompit doucement. « Conseiller ou orchestré ?» Esther serra Oliver plus fort contre elle. « Vous pensez que Grayford cherchait à se venger ?»« Non, » murmura mademoiselle Marple. « Je pense qu'il n'était que l'instrument, guidé par une main qui a frappé la première par orgueil. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle cherchait une réponse cachée dans le papier peint. « Dites-moi, » continua-t-elle doucement, « quand vous avez épousé Esther, qui avez-vous déçu ?» Léonard écarquilla les yeux. « Vous pensez qu'un prétendant éconduit est derrière tout ça? C'est ridicule. » Mais mademoiselle Marple leva la main. Sa voix resta un murmure, mais elle remplit la pièce d'une certitude effrayante. La haine, née d'un amour brisé, dure plus longtemps que la cupidité. Esther retint son souffle. « Oh non !» Mademoiselle Marple se tourna vers elle, les yeux adoucis par une triste compréhension. « Ma chère, » dit-elle, « vous aviez autrefois un admirateur très dévoué, un homme qui croyait mériter votre main plus que tout autre. » Esther ferma les yeux, les larmes lui montant aux yeux. « S'il vous plaît, non. » Léonard la regarda, perplexe. « Qui ?» Mademoiselle Marple regarda vers le piano à queue, un instrument élégant placé exactement en face de la cheminée. Sur son couvercle reposait un programme de concert, vieux, dont l'encre était presque effacée. Elle le souleva délicatement et le plaça dans les mains d'Esther. En haut, en caractères gras, on pouvait lire « Récital d'automne à St. Aldwych », avec le pianiste, M. Lionel Cavendish. Léonard inspira brusquement. « Cavendish ? Mais il parlait gentiment, » dit mademoiselle Marple. « Toujours présent, mais jamais suspect. Un homme qui souriait trop facilement malgré ses déceptions. »
Les yeux d'Esther s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit. « Il m'a demandé de l'épouser 2 mois avant mon mariage avec Léonard. J'ai refusé gentiment. Je pensais... » Mademoiselle Marple acquiesça. Cette gentillesse est souvent la plus douloureuse. Willis fronça les sourcils. Mais Cavendish a essayé de l'aider. Il l'a averti de s'enfuir. La peur de l'échec, répondit mademoiselle Marple, n'est pas la même chose que le remords. Elle baissa encore la voix. Il s'est enfui parce que le docteur Grayford avait échoué et que la tombe préparée pour Esther allait révéler la vérité sur le coupable. Léonard murmura « Il aimait Esther ». Mademoiselle Marple le corrigea doucement. Il était obsédé. Il croyait que Léonard lui avait volé son avenir légitime. Il a donc décidé de ramener Esther à l'état où elle était avant Léonard. Seule. La pièce se refroidit. Léonard tremblait. Mais les dettes, le scandale, tout était orchestré, dit mademoiselle Marple. L'autorité médicale de Grayford et les machinations financières de Cavendish, de mèche. L'un enterrant la vérité, l'autre préparant le terrain. Esther tremblait. Mais pourquoi l'enfant? Pourquoi Oliver? Mademoiselle Marple ferma brièvement les yeux. La cruauté était presque insupportable à raconter. Pour Cavendish, Oliver n'était pas un enfant. Il était une preuve. La preuve qu'Esther avait choisi l'amour d'un autre. Grayford déclara donc qu'Oliver était une erreur de naissance. Et Cavendish décida que cette erreur ne devait jamais vivre. Le visage de Willis s'assombrit de rage. Nous avons arrêté le mauvais coupable. Mademoiselle Marple acquiesça. Le docteur Grayford a rendu la tragédie possible, dit-elle, mais il ne l'a pas provoquée. Des pas se firent entendre à l'extérieur. Calme, délibéré. Quelqu'un entrait dans Ravenscroft Hall. La poignée de la porte tourna. Mademoiselle Marple se plaça devant Esther et Oliver. « Inspecteur, » murmura-t-elle, « soyez prêts. » La dernière pièce du puzzle n'était plus enfouie. Elle était revenue à la maison. La porte s'ouvrit en grinçant, et Lionel Cavendish entra dans Ravenscroft Hall, comme s'il revenait sur une scène qui lui avait autrefois appartenu. La pluie avait lissé ses cheveux. Sa respiration était haletante, contrôlée uniquement par sa volonté. Lorsqu'il vit Esther, l'enfant dans ses bras, quelque chose se brisa dans son regard, comme si le monde avait basculé au-delà de sa capacité à le corriger. L'inspecteur Willis s'avança, le revolver levé. Pas un pas de plus. Cavendish ne broncha pas. Son regard se posa sur Esther, Oliver, Léonard, et enfin mademoiselle Marple, qui se tenait là où le jugement silencieux avait le plus de poids. « Vous avez tout gâché », murmura Cavendish, le désespoir se transformant en amertume. « Tout détruit. » « Vous avez creusé cette tombe, » dit mademoiselle Marple. « Non pas une question, mais la première pierre de la vérité posée. Vous l'avez préparée comme un homme qui dresse la table pour un dîner tant attendu. » La bouche de Cavendish se tordit en un sourire qui avait oublié les bonnes manières. « J'ai fait ce que l'amour exigeait. Esther était censée revenir ici, auprès de moi, purifiée de cette erreur. » Léonard se hérissa et s'avança malgré les mises en garde de Willis. « Vous qualifiez notre enfant d'erreur. » Les yeux de Cavendish lancèrent des éclairs. Une intrusion, une imposture, la preuve qu'elle m'a été enlevée par un homme indigne d'elle. Esther serra Oliver plus fort contre elle. « J'ai choisi Léonard. Vous n'avez pas pu l'accepter. » Cavendish respira bruyamment. « Tu as fait le mauvais choix. » Grayford a compris. Il a promis que l'enfant pourrait être géré. Et la ruine de Léonard lui garantissait qu'il s'enfuirait, te laissant dans le besoin de quelqu'un pour te sauver. « Vous avez falsifié des documents commerciaux, » dit mademoiselle Marple. « Vous avez provoqué un scandale financier. Vous avez poussé Léonard au désespoir. » Cavendish acquiesça froidement.
une confession adoucie par son sentiment de supériorité morale. Il a fait le reste pour nous en simulant sa propre mort. Un cadeau auquel je ne m'attendais pas, mais que j'ai accueilli avec joie. La voix de Mademoiselle Marple était d'une tragique clarté. « Vous avez bâti votre avenir sur un cercueil, » dit-elle. « Et quand Léonard a refusé de rester enterré, vous en avez creusé un autre. » Willis fit un pas en avant. « Et Greyford, vous l'avez utilisé comme un scalpel. » Cavendish eut un petit rire sans joie. « Ah oui, cher docteur Greyford, pauvre idiot. Si désespéré d'être reconnu qu'il aurait fait tout ce que je lui suggérais. Enlever l'enfant, persuader Léonard de se cacher. Un complice parfait. » Léonard s'étouffa. « Vous l'avez convaincu qu'Oliver n'était pas mon fils. »« Bien sûr que oui, » cracha Cavendish. « Un homme comme vous remettrait-il en question un médecin? Non, vous vous êtes effondré comme du papier mouillé. Vous avez cru votre femme capable de trahison. » Esther respirait avec rage. « Vous avez empoisonné notre foyer, » dit-elle. « Vous avez convaincu les autres d'enterrer mon bonheur pour pouvoir vous en emparer. » La voix de Cavendish se fit glaciale. Ce n'était pas seulement du bonheur. C'était le destin. Miss Marple s'approcha, le regard à la fois compatissant et déterminé. « Le destin, » dit-elle doucement, « n'a pas besoin que l'on creuse des tombes à l'avance. » Le masque de Cavendish se fissura. La peur transparaissait. « Il n'aurait jamais dû revenir, » siffla-t-il. « Si Léonard était resté sous terre, personne n'aurait souffert. La tombe était prête. Le village aurait fait son deuil. Puis, une douce tragédie pour Esther. De nouveau veuve, mais libérée des mensonges. » Esther le regarda, horrifiée. « Libérée? Ou à toi ?» Il la regarda avec la fin d'un homme qui confond obsession et affection. « Tu m'appartenais, » murmura-t-il, « depuis le moment où je t'ai vu pour la première fois. » La voix de Mademoiselle Marple trancha le fantasme. « Et tu as donc décidé que toute vie se dressant entre toi et Esther devait être éliminée, d'une manière ou d'une autre. » Les épaules de Cavendish se soulevèrent et s'abaissèrent. Sa respiration était saccadée. C'était presque parfait. Jusqu'à ce qu'elle retarde son retour. Jusqu'à ce que vous tous, vous en mêliez. « Y compris Oliver ?» demanda doucement Mademoiselle Marple. Pendant un instant, un bref instant, la culpabilité vacilla. Puis elle s'éteignit. « Toutes les histoires exigent des sacrifices, » marmonna-t-il. L'inspecteur Willis s'avança. D'un geste rapide, il saisit le bras de Cavendish et le força à s'agenouiller, les menottes auto se refermant comme une ponctuation finale. Cavendish ne résista pas. Sa voix se brisa. La confession d'un homme qui considère la ruine comme injuste, imméritée. « J'aurais pu la rendre heureuse, » dit-il d'une voix rauque. Mademoiselle Marple s'agenouilla à côté de lui, d'un ton presque tendre. « Aucun homme qui mesure l'amour à la taille d'une tombe, » dit-elle, « n'apportera jamais de joie aux vivants. » Les yeux de Cavendish se remplirent de larmes, non pas de remords, mais de la conscience insupportable que son plan avait échoué. Esther se détourna vers Léonard et Oliver, leur famille blessée, marquée, mais intacte. Willis releva Cavendish. « Votre histoire est terminée. » Mademoiselle Marple se leva lentement. « Non, » corrigea-t-elle doucement. « Son histoire se termine là où elle a commencé, dans l'ombre de l'envie. » Alors que Cavendish était emmené dans la nuit, la cloche de l'église sonna, un son solitaire et lourd qui refusait de célébrer ou de condamner. Mademoiselle Marple regarda la porte se refermer derrière lui. Une tombe empruntée avait failli emporter l'innocent. Mais la terre se souvient de la vérité, et la vérité refuse de rester enfouie. La lumière du soleil matinal flottait sur Saint-Aldwich comme une bénédiction, douce, sans hâte, avec cette chaleur indulgente que seul un village peut offrir après une nuit sombre.
L'air sentait la rosée et la fumée des cheminées. Mais sous cette paix familière, persistait la certitude que quelque chose de monstrueux avait été chassé de l'ombre. Mademoiselle Marple descendit lentement le chemin qui menait à Ravenscroft Hall, son châle soigneusement enroulé autour de ses épaules. Ses pas étaient légers, mais ses pensées étaient lourdes. Certaines vérités, une fois mises au jour, s'enracinaient trop profondément pour être oubliées. Derrière elle, les grandes portes du hall se refermèrent dans un écho creux. Esther Ravenscroft et son enfant étaient à l'intérieur, liés désormais non pas par une illusion, mais par une vérité douloureusement révélée. Léonard s'attarda sous le porche, observant sa femme avec une gratitude hésitante chaque fois qu'elle regardait dans sa direction. Mademoiselle Marple savait que la guérison ne serait pas rapide, mais les jardins repoussent après l'hiver. Près des portes du cimetière, une légère agitation avait commencé. 2 villageois, M. Jarvis, le receveur des postes, et Mme Heathcote, discutaient des horreurs de la veille, avec l'enthousiasme que seuls les ragots alimentés par la justice pouvaient susciter. Pourtant, lorsque Mademoiselle Marple passa, leurs tons s'adoucirent pour devenir presque respectueux. Même les ragots, en cette matinée tranquille, se souvenaient de la grâce. L'inspecteur Willis s'approcha depuis le hangar de l'église, où les agents de police rassemblaient soigneusement des preuves. Son expression reflétait à la fois l'épuisement et la satisfaction. « Il est en route pour le tribunal », dit-il, faisant référence à Cavendish. « Greyford le suivra dès qu'il sera en état. » Mademoiselle Marple acquiesça, le regard attiré une fois de plus par la tombe ouverte, toujours béante, mais qui ne semblait plus menaçante. « Il faut la remplir aujourd'hui, » dit-elle doucement. Willis soupira. « Il y a quelque chose d'inquiétant à laisser une tombe vide. On dirait une invitation. » Miss Marple réfléchit un instant, puis sourit doucement. Aucune tombe n'est vraiment vide quand l'amour revient réclamer sa place. Willis se gratta la nuque, ne sachant pas s'il recevait une leçon de philosophie ou s'il était gentiment congédié. Peut-être les deux. « Madame Ravenscroft voulait que vous ayez ceci », ajouta-t-il, en lui tendant la photographie défraîchie de Léonard et Oliver, autrefois cachée sous des feuilles, désormais rendue à sa propriétaire légitime. Miss Marple la glissa soigneusement dans son sac. Une preuve de vie mérite un meilleur abri que le sol, songea-t-elle. Un petit bruit curieux attira son attention, le rire d'un enfant, clair et surprenant comme le chant d'un oiseau. Oliver se tenait près de la porte du presbytère, observant une rangée de jonquilles qui poussaient obstinément à travers la terre froide. Esther était agenouillée à côté de lui, montrant chaque tête jaune éclatante comme si elle comptait les bénédictions une par une. Oliver leva alors les yeux, regarda Mademoiselle Marple droit dans les yeux et sourit. Un geste simple. Pourtant, il exprimait une joie inimaginable. Le cœur de Mademoiselle Marple se réchauffa profondément. Elle continua sa marche vers le porche du cimetière, où le ciel s'étendait, vaste et bleu, au-dessus des toits nettoyés par la tristesse de la nuit. Le village en parlerait, oui, pendant des jours, peut-être des semaines. Mais bientôt, cette histoire ferait partie de ces étranges récits que saint Aldwich cachait dans ses murs tranquilles. La nuit où une tombe fut empruntée et où la vie fut rendue. Le révérend Peveril la rejoignit, époussetant sa soutane. « Je célébrerai un petit office avant que la tombe ne soit comblée, » dit-il. « Une prière d'action de grâce plutôt que de deuil. » Mademoiselle Marple approuva. « C'est tout à fait approprié. » Le révérend semblait pensif. « C'est étrange, Mademoiselle Marple. Les morts ne m'effraient pas, mais les efforts que les vivants déploient pour manipuler la mort. » Il frissonna. La pose réfléchie de Mademoiselle Marple renfermait des siècles de sagesse. « Nous craignons de perdre l'amour, » dit-elle. « Et dans cette crainte, nous nous perdons parfois nous-mêmes, en premier.
Il acquiesça, humblement. Mademoiselle Marple poursuivit son chemin, atteignant le bout de la ruelle où le monde reprenait son cours normal. La boutique du fleuriste avait rouvert. Des enfants couraient après un cerceau sur la pelouse. Madame Heathcote grondait son terrier trop enthousiaste, faisant semblant de ne pas avoir passé la moitié de la nuit à trembler derrière des portes verrouillées. La vie reprenait son cours, parce qu'elle le devait. Mais quelque chose avait changé dans le village, de manière subtile mais permanente. Ravenscroft Hall n'était plus un monument à la tragédie, mais une maison reconquise. Mademoiselle Marple s'arrêta au carrefour, jetant un dernier regard sur le manoir désormais baigné par la lumière du soleil. Elle ne ressentait aucune envie de rester. Son travail ici était terminé dès lors que la vérité avait été révélée. Elle murmura presque pour elle-même. Il n'y a pas de plus grande victoire que de mettre fin à un mensonge et de laisser les vivants debout. Puis elle se dirigea vers le presbytère, vers ses dahlias et ses aiguilles à tricoter qui attendaient son retour patient. Des choses insignifiantes, humbles. Mais elles aussi donnaient un sens au monde. Alors qu'elle s'éloignait, la cloche de l'église sonna, non pas en signe de deuil cette fois, mais comme le souffle d'un fardeau enfin allégé. Mademoiselle Marple ne se retourna pas. Certaines tombes sont mieux laissées derrière soi.